On va accueillir à présent le troisième primé du jour, c'est Raphaël Canva. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour à tous. Alors, tu as présenté un mémoire de master en droit à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain. Son titre, de l'intelligence artificielle dans la pratique du droit, réception en droit européen, incidence sur la profession d'avocat et éthique. On peut préciser que tu es aujourd'hui avocat au barreau de Namur et tu as eu comme promoteur Christophe Lazaro, qui est professeur de droit et société au Centre de philosophie du droit de l'UC Louvain, et lui dont les recherches portent notamment sur l'impact social et juridique des nouvelles technologies. On n'entendra pas Christophe Lazaro, malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu être des nôtres, mais par contre, c'est à toi, on t'écoute pour 3 minutes environ. Raphaël, à tout de suite. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez dû en entendre parler, l'intelligence artificielle est l'une des grandes révolutions de ce siècle. L'IA risque bien de révolutionner des pans entiers de notre société. Dans mes travaux de recherche, je me suis intéressé à l'impact qu'aura et en fait à déjà l'IA dans la pratique du droit et plus spécifiquement dans les cabinets d'avocats et dans les cours de justice. Cela dit, rassurez-vous, le grand remplacement des humains par les robots n'est certainement pas pour demain. Il est très peu probable que des décisions de justice soient rendues par des ordinateurs équipés de logiciels mettant en œuvre de puissants algorithmes, du moins pas dans un futur proche. Rassurez-vous encore, je ne pense pas non plus qu'un robot ou un logiciel pourra un jour défendre efficacement vos intérêts et vous accompagner durant une procédure judiciaire. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, nombre de cabinets, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, utilisent déjà des logiciels que l'on appelle communément des legal tech et qui mettent en œuvre du deep et du machine learning, du data mining, du natural language processing ou encore du predictive analytics. Qu'est-ce à dire? Eh bien, au fond, ce n'est pas si compliqué. Lorsque vous consultez un avocat, que je serais tenté d'appeler un avocat 2.0, et que vous lui soumettez votre problème ou votre casus, comme disent les juristes, eh bien, l'avocat va entrer les données de votre casus dans un logiciel qui va comparer votre cas avec celui de centaines de milliers d'autres afin d'en tirer des statistiques, des points de comparaison, des patterns, comme on pourrait dire, voire même les arguments qui ont le plus de chances de vous permettre de remporter votre affaire ou de limiter la casse, selon les circonstances. Alors, en outre, cerise sur le gâteau, ce type de logiciel automatise également toute une série de processus dans votre cabinet, vous permettant dès lors d'être plus efficace et de gagner du temps et de l'argent et partant de devenir plus compétitif dans ce que l'on pourrait désormais appeler, n'en déplaise à certains, le marché du droit. Alors, la perspective de mon travail est résolument transversale et pluridisciplinaire. L'approche est juridique, mais aussi comparative. Donc, en me lisant, vous serez amené à voyager non seulement dans le temps, car oui, l'idée de créer artificiellement du sentient et de l'intelligent remonte loin dans le passé, mais aussi dans l'espace. Je vous emmène en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Japon et en Chine. Alors, outre un panorama des sociétés et des startups qui offrent ce type de services et une analyse de leurs discours commerciaux, il y a également une bonne dose de philosophie dans ce mémoire. Des questions de phénoménologie, de sciences cognitives et surtout d'éthique. Donc, il s'agit bien d'une approche systémique à 360 degrés qui est résolument orientée vers le futur. Alors, ma question de recherche est la suivante. Quelles possibilités et limites, problèmes et bénéfices possibles de l'intégration de l'IA dans les cabinets d'avocats? Et plus généralement, quels sont les risques inhérents et les avantages probables de l'intégration de l'IA dans la sphère du travail? Alors, les résultats de mes recherches pourraient être résumés comme suit. Si l'IA va devenir un véritable outil, non pas supplétif, mais additif, une sorte de prolongement de l'intelligence humaine, et s'il est clair que les entreprises qui ne prennent pas acte de cette révolution, de ce changement de paradigme, se tirent une balle dans le pied, eh bien, si tout cela est vrai, il n'empêche. L'IA est à la fois une boîte de Pandore et un cheval de Troie. Elle contient de l'espoir, par exemple l'espoir d'une justice meilleure, plus efficace, plus rapide, mais également de potentiels maux qui ne peuvent être contrecarrés qu'avec une éthique forte que j'ai nommée éthique synthétique de la vertu et de la sollicitude. Le leitmotiv de cette éthique étant de pouvoir travailler avec l'IA dans une certaine convivialité, tout en évitant cette importante pierre d'achoppement qu'est la gouvernance algorithmique ou encore la discrimination par la répétition en les renforçant de biais cognitifs qui, eux, par contre, sont ô combien humains. Enfin, à mon sens, seule une IA qui serait éthique par design permettra d'assurer un mode de développement sociétal durable et un écosystème fondé sur la confiance et la transparence, où les intelligences humaines et artificielles peuvent travailler de concert. Voilà, je vous remercie.
Merci à toi, Raphaël. Je vais redonner la parole au président du jury en Sustainable IT, Olivier Doissège. Qu'est-ce que le jury a souhaité souligner par rapport à ce mémoire de Raphaël? Alors, de nouveau, tout d'abord, avant de dire ce que le jury a souligné, d'abord féliciter évidemment Raphaël pour son mémoire et quelque part pour sa présentation aussi. Mais voilà, on voit qu'il est rentré dans son costume d'avocat. Il nous a fait un véritable plaidoyer pour défendre son mémoire devant tous les auditeurs aujourd'hui. Donc, c'est bravo. Alors, ce qui nous a impressionné, c'est que c'est un mémoire extrêmement fouillé, avec un vocabulaire très, très précis, mais qui était tout à fait compréhensible par des non-initiés, et alors avec une approche systémique. Hein, on la retrouve dans la présentation que Raphaël vient de faire, vraiment cette approche systémique. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant, et de nouveau Raphaël l'a souligné, c'est cette analyse technologique vue sous l'angle juridique, mais aussi philosophique. Il y a vraiment cet aspect qui a été pris en compte, et cette étude des conséquences éthiques et juridiques des interactions homme-machine, notamment dans la profession d'avocat et au service des bureaux d'avocats, des cabinets d'avocats de petite et moyenne taille. Et je viens déjà de voir dans les questions, évidemment, qui sont posées, que ces aspects conséquences éthiques et juridiques sont extrêmement importants. J'ai vu des questions arriver auxquelles Raphaël va certainement répondre sur le RGPD, le respect du RGPD, etc. Mais il y a aussi cette notion de, finalement, quelle est encore la place de l'avocat ou de l'avocate par rapport à l'intelligence artificielle et à ce que peut apporter l'intelligence artificielle en termes d'outils d'aide à la décision versus une décision complètement automatisée et qui ne laisserait plus aucun rôle ou aucune responsabilité à l'avocat ou à l'avocate. Et c'est vraiment tout cet ensemble d'éléments que Raphaël a mis en évidence pour justement trouver cet équilibre entre les deux, la machine et l'intelligence artificielle au service de l'homme ou de la femme, avocat ou avocate, et pas évidemment pour remplacer la profession. Merci beaucoup, Olivier Doissège. Alors, comme vous le disiez, les questions affluent et je pense que Raphaël a déjà dû y jeter un petit coup d'œil. Première question d'Arthur qui nous demande quid de la protection des données pour les clients de ces avocats 2.0. Est-ce que cela entraîne des risques de vol de données par des personnes peu scrupuleuses? Oui, ben, bien sûr, hein, ça c'est toujours le problème en général des technologies qui mettent en œuvre du big data. Théoriquement, une partie des décisions normalement sont publiques, en tout cas dans certains contentieux, elles sont prononcées publiquement, mais c'est vrai qu'il y a toujours la question de l'anonymisation en fait de ces données. Et c'est vrai que c'est absolument fondamental, même je pense dans les bases de données jurisprudentielles, il faut anonymiser un maximum les données. Il y a la question du droit à l'oubli aussi, notamment sur Internet. C'est vrai qu'on laisse des traces indélébiles finalement sur la toile et il faut s'en méfier. Donc oui, c'est une des préoccupations majeures et c'est vrai que dans les guidelines qu'on peut retrouver, mais pour le moment, tout ça, c'est du soft law et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a effectivement mentionné que la Commission européenne devait passer encore de nouvelles réglementations par rapport à l'intelligence artificielle, mais tout ça doit être extrêmement balisé et c'était un petit peu je pense là où je conclus vers la fin, c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle est un outil qui peut être extrêmement utile, mais qui a un potentiel destructeur et dangereux, qui peut mettre à mal en réalité la durabilité de nos sociétés, puisqu'on parle de durabilité dans ce séminaire, sur le court ou sur le long terme. Donc il faut s'en méfier. Les anciens l'avaient déjà bien compris, c'est déjà dans le mythe de Prométhée, si on retourne dans la culture antique. Je ne l'ai pas cité dans mon mémoire, mais c'est très vrai aussi. Donc voilà, il faut garder ça à l'œil, effectivement. C'est très important que cela soit balisé par plus que du soft law. Il faudrait que ce soit des lois qui sont directement applicables dans les pays européens, dans le reste du monde, des chartes éthiques. Ouais. Effectivement. Alors Jean Van der Noot nous dit qu'il a cru entendre de la part d'un juriste que c'est l'utilisateur final qui est le gardien d'un robot ou d'une intelligence artificielle. Est-ce correct? Et si oui, comment une personne quelconque pourrait contrôler, entre guillemets, une intelligence artificielle sans maîtriser la technologie?
Oui, c'est marrant, je regardais une publication aussi d'un grand acteur dans le domaine voilà, des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle. Et ils avaient fait une espèce de cloud avec des termes qu'on aimait utiliser dans les discours commerciaux où on présentait des solutions avec de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la maîtrise par l'utilisateur, justement, est quelque chose qui revient sans cesse. On aime bien le mettre dans les discours commerciaux pour rassurer les gens. Donc, il faut voir. Moi, ce que je disais, c'est qu'il était important que ces principes de maîtrise par l'utilisateur, ces principes pour éviter voilà, le renforcement de biais cognitifs, etc., soient vraiment se retrouvent dans le code source. Et ça fait un peu penser aux lois de la robotique d'Isaac Asimov, pour reprendre un peu une référence de science-fiction pour le coup. Mais il faut trouver un système comme ça et on ne peut pas. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas laisser le développement de ce type de technologie uniquement à des acteurs privés. Il faut vraiment essayer de créer des commissions avec des gens qui viennent un peu de tout horizon. Et c'est ça qui se fait par exemple au Japon. Alors, on a des auteurs de science-fiction, des philosophes, des sociologues, et puis des gens, des universitaires, des professionnels dans des métiers particuliers qui réfléchissent ensemble pour trouver des solutions, pour vraiment baliser l'intelligence artificielle qui, encore une fois, peut être à la fois très utile, mais aussi dangereuse. Et le pire, sans doute, ce qui nous guette et qui est le plus dangereux, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique. Et ce sont des questions qui se sont beaucoup posées dernièrement, parce qu'on voit l'exemple chinois où il y a le crédit social, par exemple. Mais c'est vrai qu'on s'inquiète de voir ce genre de choses débarquer aussi en Europe ou en Belgique, où on est par contre, et peut-être par opposition au modèle chinois, extrêmement attaché aux valeurs de liberté, des libertés fondamentales des individus, la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée, ce genre de choses, des choses qu'on reconnaît moins, voire pas du tout en Chine. Oui, effectivement. Alors, tu le disais, hein, c'est Thomas Tombal qui nous dit, qui te remercie déjà, et puis qui dit que la Commission européenne devrait adopter aujourd'hui une proposition de règlement ou de directive sur l'intelligence artificielle. Et sinon, sa question, c'était, l'intelligence artificielle est-elle vraiment en mesure de se prononcer sur des concepts subjectifs qui sont assez nombreux en droit, comme le comportement de bon père de famille, même si je pense que la notion en tant que telle, on va changer de nom. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait de moins en moins de revirements de jurisprudence si on se réfère toujours à la jurisprudence majoritaire sans la remettre en question? C'est vraiment une excellente question, mais donc c'est effectivement abordé dans mon mémoire. C'est sans doute une partie que personnellement j'ai le plus appréciée, mais aussi une partie où j'ai tendance à perdre les gens. Mais c'est effectivement, moi j'ai fait ce que j'ai expliqué à un moment, et c'est vrai que ça je ne l'avais pas encore spécialement vu. C'est de dire qu'effectivement, ce qu'on appelle les concepts flous, qui se trouvent dans le droit et qui permettent justement, comme le principe ce concept du bon père de famille, qui sont des concepts qui ne sont pas vraiment définis dans la loi, mais c'est fait exprès parce que ça permet de les interpréter différemment au fur et à mesure de l'évolution de la société. En fait, mon idée, effectivement, c'est de dire qu'une intelligence artificielle à ce stade, donc une intelligence artificielle qui est faible, qui n'est pas complète, qui n'est pas consciente, qui n'est pas encore vraiment au même stade que l'intelligence humaine, est nécessairement incapable, si vous voulez, de pouvoir modéliser ou appréhender ce type de concepts flous parce qu'ils sont ambigus. Voilà. Il y a une ambiguïté syntaxique, donc au niveau du sens, de la signification, dans les textes juridiques. Et parfois, certains concepts sont ambigus. Et c'est fait exprès. Alors en Belgique, en plus, nos codes, bien souvent, il y a des lacunes parfois du législateur. C'est pas pour critiquer son travail, c'est pas évident ce que le législateur, qui est aussi un concept flou pour le coup, mais ce que le législateur fait, parfois il y a des contradictions et c'est tout le travail du juge, des avocats, etc., d'essayer d'interpréter et de comprendre le droit. Mais il faudrait une intelligence artificielle à la fois complète et consciente pour pouvoir arriver, et donc il faudrait arriver à une singularité, le mythe de la singularité, qui est le moment, qui est très bien montré dans la série Westworld, par exemple, ou dans le film Transcendance, qui est ce moment où on crée une intelligence artificielle qui devient consciente d'elle-même, consciente du monde, et qui devient légale, voire même supérieure à l'intelligence humaine. Il faudrait arriver à développer quelque chose comme ça pour y arriver, mais avec tous les écueils qui pourraient se présenter. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il est absolument fondamental d'avoir des garde-fous.
Et donc, c'est un petit peu voilà, le cœur de mon mémoire, c'est de faire un long plaidoyer qui est original parce que moi, je me suis inscrit dans une optique qui était plutôt technophile en disant la technologie, peut-être la position qu'on aurait vite un peu facile pour le coup aussi, c'était de critiquer tout simplement la technologie, ce qui est un peu des positions qu'on retrouve chez des philosophes du siècle passé comme Hans Jonas, par exemple, qui avait développé vraiment une heuristique de la peur, quoi, et l'argument de la pente glissante. Nous continuons, et lui, il parlait des technologies telles le nucléaire. Il disait attention, le nucléaire, on ne devrait pas parce que ça a un potentiel destructeur, c'est dangereux, donc on ne devrait pas y aller parce que, argument de la pente glissante, on risque de glisser, on va se casser la gueule, quoi. L'intelligence artificielle, moi je dis pas qu'il faut continuer la recherche parce que c'est encore une fois une boîte de Pandore. Elle contient l'espoir d'un monde meilleur, mais il y a énormément de mots aussi. Et donc il faut être extrêmement prudent. Et donc voilà, moi c'est un petit peu ça aussi le fond de mon mémoire, c'était vraiment de dire l'IA doit être régulée de façon stricte, elle doit être encadrée parce qu'il y a la gouvernance algorithmique et c'est risqué. Donc, moi, j'ai adopté une perspective qui était plutôt technophile, plutôt évolutionniste et postmoderne. J'ai essayé de m'inscrire dans l'air du temps et au bout d'un moment, il faut toujours quand même se positionner et donner son avis. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, ça donne d'autres éléments aussi. Mais... Je pense. Mais merci beaucoup, Raphaël. Si je ne m'abuse, bon, je ne suis pas sûre qu'on a eu le temps de répondre à toutes les questions, mais peut-être, et Marlène, contredis-moi, mais il y a moyen, si certains ont encore des questions, d'avoir les adresses mail des primés du jour. Voilà, mais tu me diras. En tout cas, les travaux, vous pouvez les retrouver, ça c'est sûr, sur le site de la Fondation pour les générations futures.